C'est-à-dire que la difficulté du discours du renoncement, c'est que c'est un discours qui laisse entier l'idéal de vie qui nous anime. Simplement, malheureusement, on ne peut plus rester là. Voilà. Et c'est pas un discours, ça ne peut pas être politiquement porteur. Bienvenue dans le podcast Oser, une émission d'écologie politique qui donne la parole à des intellectuels, des chercheurs et des professionnels pour mieux comprendre les enjeux sociaux et écologiques de notre monde. Bonjour Arnaud Milanez. Bonjour. Et bienvenue dans le podcast Oser. Je suis vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui pour discuter de votre livre « Pour une radicalisation écologiste ». Avant d'en discuter, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous parler de votre parcours, de vos activités de recherche ? Oui, bien sûr. Voilà, je suis maître de conférence en philosophie à l'ENS de Lyon. J'ai commencé mes recherches il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant, principalement par une thèse sur Thomas Hobbes, qui a ouvert tout un champ de recherche sur le XVIIe siècle anglais et plus spécifiquement les rapports entre science et politique. Donc révolution scientifique et naissance de l'État moderne à partir du prisme anglais, qui en gros est considéré comme étant en général le pays qui a vu apparaître la première exemplaire de ce qu'on appelle l'État moderne. Voilà. Sur cette base-là, mes recherches qui se voulaient au moins aussi historiennes en réalité que philosophiques, se sont transportées à partir de problématiques assez semblables en réalité. La question des rapports, pour aller vite, entre savoir et pouvoir, se sont transportées vers des questionnements et des enjeux plus contemporains, en tout cas plus proches de notre époque, notamment aux États-Unis. C'est là que j'ai commencé à travailler sur le pragmatisme et les conceptions de la démocratie radicale aux États-Unis, principalement autour de John Dewey, sur le néolibéralisme, d'où mon travail sur Walter Lippmann, et puis donc pour ce qui nous intéresse plus proprement aujourd'hui, sur l'écologie politique. Et justement, pourquoi avoir écrit ce livre ? Alors, les raisons sont multiples, comme toujours, mais ce qui est sûr, avoir une conscience écologique, comme on dit, voire même un engagement écologique, c'était pas une nouveauté en ce qui me concerne. C'était pas non plus une nouveauté que de donner un positionnement politique assumé à mes recherches, à mon travail de chercheur, et du point de vue des hypothèses, du point de vue des objets que je choisissais, tout ça n'était pas nouveau. Un deuxième élément qu'on peut dire, c'est que je crois que comme beaucoup, j'ai connu ce qu'on peut appeler maintenant un tournant Covid. C'est-à-dire que on le voit bien chez beaucoup de chercheurs ou chez beaucoup d'artistes. Il y a eu, à l'occasion de la Covid, il y a eu quelque chose comme une prise de conscience qu'un certain nombre d'engagements ou qu'un certain nombre de préoccupations devaient être prises à bras-le-corps de manière plus directe, plus immédiate, qu'il n'était plus temps tellement de tergiverser ou de repousser à plus tard certains projets ou certaines envies. Mais sur le fond, je dirais que j'ai toujours été frappé du contraste sur la question écologique, du contraste entre le sérieux, l'importance de l'enjeu, d'une certaine manière aussi la simplicité qu'on peut avoir dans la façon de le décrire. C'est un enjeu qu'on peut assez facilement décrire, qu'on peut assez facilement justifier, même si ensuite les discussions peuvent devenir plus pointues ou plus problématiques. Et en même temps, face à la difficulté que nous éprouvons depuis maintenant plusieurs décennies à traiter véritablement la question écologique, il est extrêmement difficile de la problématiser. Il est extrêmement difficile de développer une problématique politique qui permette véritablement d'instruire les raisons pour lesquelles on a là affaire à une question qui nous résiste. Et ce contraste-là m'a
longtemps préoccupé. Et je l'ai mis assez vite en relation avec un certain nombre de, comment dire, de confusions, voire de phénomènes d'amnésie, hein, cette manière de faire toujours comme si nous commencions de découvrir et que donc nous avions enfin à nous y mettre, cette succession des générations climat qui montre en réalité que le problème est ancien. Et tout ceci a rencontré aussi une expérience un peu de terrain, de terrain militant dans un contexte assez institutionnel, standard, autour de la campagne législative de 2022, où j'ai été amené à voilà, en tracter, discuter, faire les marchés, des choses comme ça. Voilà. Et à rencontrer beaucoup de militants, à discuter avec beaucoup de militants écologistes, et donc des gens avec qui l'essentiel des valeurs était partagé, quoi. Et en réalité, j'étais frappé de voir qu'un certain nombre de difficultés, de confusions qu'on pouvait rencontrer du point de vue d'un travail théorique, eh bien, avaient leur répondant dans les discours hors recherche, hein, dans les discours politiques, et que donc peut-être qu'un travail de clarification pouvait être fait et que mes recherches pouvaient y apporter quelque chose. Voilà. Petite contribution. Mais non, génial. Merci beaucoup hein, pour cet éclairage et cette genèse sur le livre. Dans le livre, vous revenez sur l'historique en fait du mouvement écologiste. Est-ce qu'on peut en discuter un petit peu? Est-ce que vous pouvez nous dire justement d'où vient ce mouvement, comment il naît, quelles sont ses revendications et puis comment cela évolue tout au long du XXe siècle? Alors c'est une question en fait assez difficile parce que ben je vais faire mon philosophe de service. Tout dépend ce qu'on entend par écologie, tout dépend ce qu'on entend par mouvement. Bon, plus sérieusement, si on parle de mouvement écologiste au sens où on parle d'un mouvement militant ou d'un mouvement politique. Là, on peut décrire à peu près l'émergence des principaux mouvements écologistes dès les années 50. En vérité, dès les années 50 aux États-Unis, autour principalement d'un cadrage sanitaire de la question écologique, le problème des pesticides principalement, voilà, dans le cadre de l'agriculture industrielle états-unienne, et donc par extension le problème de l'agro-industrie, le problème des pollutions via les aliments, et puis de proche en proche, tout ce qui peut entrer dans une grille de lecture sanitaire du problème des pollutions et des impacts environnementaux. Et à ça, c'est ajouté très tôt aussi hein, un militantisme antinucléaire. Voilà. Donc, dès les années 50, en vérité, on commence à voir des mouvements de protestation de ce type qui sont très actifs. On considère en général que le premier best-seller écologiste, c'est Silent Spring de Rachel Carson en 1962. Et donc quand on oublie que les années 50 sont déjà extrêmement actifs sur le plan militant, on nourrit l'illusion d'une percée opérée par une intellectuelle sur la base de laquelle, avec d'autres, se serait construit de proche en proche par élargissement une conscience écologique. En réalité, non. Le succès du livre de Carson s'explique par ceci qu'on avait affaire à des questions qui étaient déjà fortement présentes sur le terrain des débats et des luttes politiques. Sur le plan, on va dire, de l'instruction scientifique, des questions environnementales, là aussi on a affaire à des choses relativement anciennes, hein. À peu près, on peut remonter à la Seconde Guerre mondiale. Ces mouvements militants aux États-Unis s'appuyaient sur une documentation scientifique aussi bien. Nombre de scientifiques de l'époque étaient eux-mêmes en même temps des militants. Voilà, j'évoque à un moment dans le livre Eugène Odom, qui est un des voilà, principaux écologues de l'époque. C'est lui qui lance la première alerte avant même 1950 hein, sur le DDT, qui était le pesticide principal contre lequel on luttait à ce moment-là.
Et puis, c'est revenu dans l'actualité récemment. Le premier, je crois, ou en tout cas un des tout premiers observatoires des émissions de CO2 pour instruire la question du réchauffement climatique lié aux gaz à effet de serre, ouvre dès 1958 à Hawaï. Il est revenu dans l'actualité parce que malheureusement, il fait partie des institutions scientifiques attaquées par la nouvelle administration aux États-Unis. Donc, on a affaire effectivement à quelque chose de relativement ancien, par rapport à quoi les inflexions institutionnelles sont venues un peu en décalage, même si elles sont bien plus précoces qu'on le croit parfois. Qu'on pense à la conférence de Copenhague de 1972, qu'on pense au fait qu'entre 70 et 72 sont créés les ministères de l'Environnement au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, et à des choses de ce type. Voilà, la question de l'environnement fait déjà partie des questions en débat pendant la campagne présidentielle de 74, par exemple, en France, je veux dire. Seulement, et si au risque d'être un petit peu long, Ah et non, c'est mais on ça a tout qui notre temps. est, c'est là un petit peu que je voulais en venir. Ce qu'on voit bien quand on entend par mouvement écologiste, donc des organisations qui se forment de façon intentionnelle dans le but de soit instruire des questions environnementales, soit militer en faveur du traitement de ces questions, soit etc. Bon, tout ce que je viens d'évoquer. Euh, quand on entend par mouvement et écologiste ce type d'organisation, on voit assez vite que les intentions à l'œuvre, que donc les revendications, pour reprendre le terme que vous avez utilisé, sont diverses et pas nécessairement compatibles. Pas nécessairement compatibles. Si on se plonge à nouveau dans le passé, et il est toujours important de prendre la mesure de la profondeur historique d'un problème. Si on se replonge de nouveau dans le passé, donc dans cette époque-là, on voit très très vite que entre les pollutions, le problème des ressources épuisables, le problème du réchauffement climatique et également le problème qui était extrêmement, on va dire, central, qui a un petit peu largement été minoré depuis, mais tout à fait central dans le questionnement écologique des années 60, le problème des risques de surpopulation. On s'aperçoit que selon les discours, selon les intentions, selon qu'il s'agisse d'infléchir des politiques publiques, selon qu'il s'agisse de lutter contre tel ou tel type d'institution, les multinationales ou une certaine ou tel ou tel régime politique, selon qu'il s'agisse d'instaurer des droits ou de véritablement reconstruire les modes de vie, on a affaire à des revendications qui sont très dissemblables et voire en partie incompatibles, ou en tout cas qui ont pu entrer en antagonisme. Et qui plus est, des revendications que l'on peut, alors ça je le détaille, enfin j'en donne quelques éléments dans le livre, que l'on peut tracer ou retracer tout au long même du 19e siècle, qui sont très anciennes, bien avant qu'on utilise ou qu'on formalise véritablement quelque chose comme une question écologique. Euh, tout au long du 19e siècle, qu'il s'agisse de préoccupations liées à la réappropriation d'un espace de vie, qu'il s'agisse de préoccupations liées à la gestion raisonnée des ressources naturelles, que ce soit les forêts ou que ce soit le charbon ou autre chose, qu'il s'agisse de défendre une altérité naturelle. Les premières réserves naturelles aux États-Unis sont créées à la fin du 19e siècle, et une partie de leurs défenseurs le font au nom de la préservation d'une nature sauvage. Et bref, on a un certain nombre de motivations qui sont distinctes, qui sont éventuellement polémiques, mais qui ont en tout cas tout en commun de questionner la révolution industrielle. Et au fond, en tant que mouvement social objectif, je dirais, la question écologique ou le mouvement écologique, à mon avis, est aussi ancien que les critiques de l'industrialisation. Voilà. Mais Voilà comment je pourrais répondre à... ouais, c'est rigolo que vous disiez ça, parce que ça résonne aussi avec des travaux que j'ai lus récemment, notamment de François Jarige, et son livre Technocritique, où effectivement on sent l'entremêlement constant déjà au 19e siècle entre le mouvement qu'on pourrait dire proto-écologiste et les luttes technocritiques. Complètement.
Non, mais François Jarige est globalement, on va dire, ce qu'on a pu appeler depuis les années 60-70 l'histoire environnementale, est une des ressources, à mon avis, les plus précieuses pour véritablement mettre en perspective la question écologique, surtout du point de vue politique. Ouais, ça, c'est... Et alors là, on a fait, c'est vrai, un historique donc du ou des mouvements écologistes, montrer les antagonismes, ou en tout cas le fond commun de questionnement de la révolution industrielle, comme vous le dites. Est-ce que comment ça a évolué plus tardivement, après les années 70-80, puisque c'est aussi un peu l'objet du livre, hein, de montrer les différents courants aujourd'hui plus réformistes, de l'écologie politique, etc. Est-ce que vous pourriez dresser peut-être un panorama actuel de ce qu'on pourrait appeler les différents mouvements, ou en tout cas quelques idéotypes? Alors, je vais le faire à partir de, à mon avis, une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles il faut avoir un regard historien sur ces questions-là. Et c'est notamment le besoin de déconstruire le discours de la récente et potentiellement dangereuse radicalisation des mouvements écologistes. C'est-à-dire que en réalité, bon, outre que cela fait doucement rire quand on regarde ce que pouvait être une action directe à visée écologiste dans les années 60-70 parfois, mais surtout ce que ça masque, c'est l'idée que le traitement de la question écologique et que la politisation de la question écologique n'a pas du tout commencé avec les grands mouvements institutionnels. Avec ce qui s'est opéré, et à quoi j'accorde une importance particulière dans le livre, ce qui s'est opéré au cours des années 80-90 et que j'ai appelé, avec d'autres, hein, mais l'institutionnalisation de la question écologique. Que ce soit au niveau de la formation et la normalisation des premiers partis écologistes ou des premiers partis verts, la diffusion de préoccupations environnementales également dans d'autres formations, qu'il s'agisse de la mise en œuvre timide sur tel ou tel point de politique environnementale, ou surtout qu'il s'agisse de la construction au niveau international d'institutions visant à un certain traitement. Exemplairement, la création du GIEC à la fin des années 80 s'inscrit dans tout un mouvement initié principalement par l'ONU, hein, mais qui va de la constitution du rapport Brundtland au milieu des années 80, donc visant à établir un diagnostic de l'état des préoccupations environnementales jusqu'au sommet de Rio, on va dire, hein, le moment où se met en place la conception standard du développement durable et du principe de précaution, voilà, qui est d'une certaine manière une première phase dans cette institutionnalisation, en tout cas à l'échelle internationale, de la question écologique. Et il est vrai que ce moment d'institutionnalisation a permis à un certain cadrage du discours écologique de devenir clairement le cadrage dominant. Ce que, par exemple, dans les années 70 déjà, un Bookchin pouvait appeler environnementalisme, qui est par distinction d'avec un véritable écologisme. Une distinction qui a été ensuite relayée notamment par Andrew Dobson dans les travaux de sciences politiques et qui, un temps, est devenue une distinction un peu standard. Et en entendant par environnementalisme une conception gestionnaire du rapport aux enjeux environnementaux, on a là affaire à des menaces à juguler, on a là affaire à des ressources à mieux gérer, on a là affaire à des espaces qui méritent un degré plus important de précaution dans les usages qu'on en fait. Bref,
tout un vocabulaire et tout un type de pratique qui relève en réalité de la bonne gestion. Le tout articulé à l'idée que c'était par une construction, la construction d'un consensus élargi, par des négociations graduelles, qu'on allait pouvoir apporter graduellement des solutions. Voilà, c'est l'origine de l'écologie des solutions. Et donc, au regard de ce discours dominant, lorsqu'au tournant des années 2000, grosso modo au début des années 2000, mais ça va ensuite crescendo, divers événements ou diverses prises de position, diverses analyses conduisent à dire, et notamment l'aggravation de ce que les rapports du GIEC pouvaient mettre en évidence, reprend force un discours qui pouvait déjà, il y a bien longtemps, être identifié comme une approche plus radicale des enjeux écologiques. Et bien, de là vient l'illusion qu'on a affaire à un phénomène récent. Qu'on a affaire à un phénomène qui, du coup, échapperait à un traitement sérieux de la question écologique. Là où, et c'est l'autre grand enjeu, à mon avis, de donner une profondeur historique au regard qu'on a sur toutes ces questions, là où, en réalité, il pourrait apparaître légitime, et en tout cas, il m'apparaît légitime, après plus de 50 ans d'un certain traitement institutionnel de la question écologique, de faire éventuellement un vaste constat d'échec. Un vaste constat d'échec qui permettrait de cesser de dire que négocier par le menu, accepter des concessions, accepter une certaine gradualité serait une méthode nouvelle, ce qui n'est pas rare d'entendre, notamment chez nombre de responsables politiques écologistes. En réalité, historiquement, c'est simplement faux. Et donc, de ce point de vue-là, la question de la légitimité d'une radicalisation de nos analyses et de notre rapport à la question écologique doit se poser pleinement. Vous l'avez un peu évoqué aussi tout à l'heure en parlant de l'écologie comme une forme de gestion, que ce soit des ressources, mais aussi des risques. C'est quelque chose que vous abordez aussi dans le livre et qui est assez innovant, si je peux dire, dans le sens en tout cas que je n'avais jamais lu avant cette approche-là, de regarder en fait les mouvements et le rapport à l'écologie à travers les concepts de risque et de sécurité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Pourquoi qu'est-ce qu'on en apprend à travers ce prisme? Alors, si je pars de la question de la prévention des risques, parce que d'une certaine manière, que la façon la plus ordinaire du point de vue des politiques publiques d'aborder la question écologique soit celle du prisme des risques et de la prévention des risques, c'est quelque chose d'assez, d'une certaine manière, d'assez immédiat, je veux dire, et qui a sa part de vérité. Bon. Si les enjeux environnementaux et si la question écologique peut avoir quelque chose d'angoissant, c'est entre autres choses parce qu'on parle de quelque chose de dangereux. On parle de processus qui sont dangereux, on parle de processus qui sont, alors pas dangereux seulement pour les humains évidemment, pour les autres vivants aussi, mais d'une certaine manière, qu'on se soucie des humains ou des vivants, de ce point de vue-là, peu importe, ou plus largement des vivants, de ce point de vue-là, peu importe, puisque de toute façon, le danger, objectivement, concerne l'ensemble des vivants. Et donc, ce n'est pas un hasard si un grand nombre d'analyses, et là encore depuis relativement longtemps, depuis les premiers travaux des économistes, par exemple, sur la question environnementale, dès les années 60, on voit bien que les enjeux environnementaux vont être modélisés, traités, théorisés comme des dommages, par exemple des dommages collatéraux, des coûts cachés qu'il faudrait internaliser, voilà, pour
ce qu'on appelle l'économie de l'environnement standard. Mais même quand apparaissent ou quand s'expriment des formes plus critiques à l'égard de l'ordre économique tel qu'on le connaît chez les économistes, eh bien, on a, et donc appelant des politiques publiques plus restrictives ou plus impératives au regard de la production et de la consommation économique. Comme dans le cas de la décroissance et la sobriété, ces exemples, je crois que vous prenez dans le livre. Alors pour une partie, c'est-à-dire que effectivement, si on pense par exemple à quelqu'un comme Nicolas Georgescu-Roegen, donc là c'est des travaux du tournant des années 70, qui est donc clairement lui un économiste décroissant. Effectivement, le statut des enjeux environnementaux, c'est celui d'un risque massif pour le vivant. Voilà. C'est celui d'un risque massif pour le vivant. Simplement, et c'est un petit peu comme ça que je propose de le décrire, dans ce type de discours, il leur paraît insuffisant de thématiser les enjeux environnementaux comme des coûts cachés qu'il faudrait visibiliser, rendre sensibles d'une façon ou d'une autre, que ce soit par des taxes, je prends essentiellement cet exemple-là, ou des incitations financières, ou que ce soit même par la promotion de recours au civil pour obtenir des dommages et intérêts, diverses manières de rendre sensible ce qui, d'un point de vue monétaire, reste masqué. Ce type d'approche, pour un Georgescu-Roegen et d'autres ensuite, Herman Daly, etc., est insuffisant dans la mesure où les enjeux environnementaux fonctionnent véritablement comme des dangers non négociables ou comme des obstacles qui ne peuvent pas être commensurables avec d'autres formes de coûts. Et donc de ce point de vue-là, les pouvoirs publics ne peuvent pas se contenter de les objectiver sous la forme de coûts. Ils doivent véritablement les objectiver sous la forme de réglementation ou d'interdits. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'affaire, on reste dans le prisme de la prévention des risques. C'est-à-dire qu'on reste dans un type de tâches dévolues à l'État qui est relativement ancien. Les politiques sanitaires, la prévention des risques pour les sociétés, ce sont des tâches attendues de l'État depuis aussi longtemps qu'il y a des États modernes, pour ainsi dire. Donc c'est pour ça que je soutenais dans le livre qu'il n'y a pas à proprement parler sous cet angle-là, mais qui ne recouvre pas l'ensemble des discours de la décroissance et de la sobriété. Mais il y en a des versions dans ce type de discours. Eh bien, sous cet angle-là, on a affaire à des conceptions en réalité assez standards des tâches de l'État. Ce qui est très intéressant, parce que ça pose deux questions. Ou en tout cas, ça a au moins deux implications, à mon sens. La première, c'est une question, c'est-à-dire est-ce que c'est une problématisation politique suffisante de la question écologique ? Voilà. Et puis surtout, ça en a une autre, c'est que de facto, traiter les enjeux environnementaux fait partie des conditions de légitimité d'un État. Puisque précisément, la prévention des risques fait partie des charges qui lui donnent légitimité. Ce qui nous amène au concept de sécurité. Et oui, tout à fait. Du coup, c'est pour ça que vous expliquez dans le livre que donc, l'écologie est complètement associée au concept de sécurité. Et vous avez aussi ce raisonnement pareil, qui m'a beaucoup intéressé, à savoir que sous cet angle-là, la crise écologique, en fait, représente plutôt le dernier symptôme d'une crise de l'État moderne. Oui, oui, en un sens, oui, effectivement. Mais en tout cas, ou en tout cas, à un niveau plus simple pour construire la réponse, on va dire, à un niveau plus simple, la question écologique rencontre, on va dire, le discours de légitimation de l'État le plus classique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette proposition, outre que je puisais dans mes propres compétences et mes propres recherches dans cette affaire, mais passée, je veux dire. Mais
d'une certaine façon, et pour résumer au plus court, euh, le discours de légitimation de l'État, c'est la plupart du temps formé à partir du constat ou de l'idée qui est très ancienne, hein, qu'on retrouverait dès les premiers penseurs politiques de l'Antiquité, qu'en matière politique, on n'a pas affaire uniquement à des choix préférentiels. Enfin, on n'a pas uniquement affaire à des préférences en termes d'orientation politique. On a aussi affaire à des nécessités. On a affaire à des conditions nécessaires de la vie sociale. On a affaire à des conditions indispensables. On a affaire à des besoins que rencontre une société et qui, d'une certaine façon, peuvent sembler transversaux par rapport à diverses orientations ou ce qu'on appellerait de façon un peu anachronique, diverses idéologies politiques. Et donc, à partir de là, légitimer l'État, c'est ce qu'on voit très bien dans nombre de pensées contractualistes classiques. La légitimation de l'État s'est construite autour de l'idée que l'État est une institution qui tire sa légitimité de ceci qu'il assure précisément ses tâches, qu'il assure les conditions indispensables de la vie sociale. Voilà. La préservation, une certaine manière de préserver des violences interindividuelles, une certaine manière d'assurer les conditions matérielles de développement de la vie humaine. J'insiste notamment là-dessus, parce que sur les questions écologiques, c'est un enjeu, mais sur l'importance du développement des centres urbains au tout début de la modernité pour le développement des tâches standards de l'État et aussi la production du type d'outils et de connaissances, hein, pour pouvoir les assurer, approvisionnement, flux de population, et puis donc les enjeux économiques aussi bien, et c'est pas un hasard si la notion de statistique a d'abord signifié science de l'État, enfin l'ensemble des compétences dont on a besoin pour remplir les tâches de l'État. Ce qui fait on a affaire à un concept double face, un concept problématique avec le concept de sécurité qui précisément dans son sens politique classique signifie ça. Signifie assurer l'ensemble des conditions indispensables à une vie sociale, parce qu'à la fois on a affaire à un concept sur lequel on peut s'appuyer pour précisément objecter à des gouvernants qui ne remplissent pas les conditions auxquelles leur pouvoir est légitime, qu'ils ne font pas ce qu'on est en droit d'attendre d'eux. Mais on a affaire aussi à des tâches au nom desquelles des gouvernants peuvent aussi s'autoriser tous les moyens, parce que précisément, on a affaire à des conditions fondamentales de la vie sociale. Voilà. C'est ça que j'appelle le problème de la sécurité. Disons réduit à l'os, hein, si je puis dire. Mais, et en réalité, c'est pas un problème. Je crois pas que ce soit un problème artificiel. C'est vraiment un problème de fond, et qu'on retrouve sous diverses formes. Et à partir de là, il est intéressant d'essayer de comprendre si il y a eu une évolution historique, quelle est-elle, du contenu de ces tâches que l'on considère comme indispensables à la vie sociale. Est-ce que les enjeux écologiques peuvent y entrer sans tension, et puis surtout, est-ce que ça éclaire sur les diverses résistances, les diverses difficultés qu'on rencontre aujourd'hui à obtenir une véritable traduction politique de la question écologique. Ça résonne beaucoup aussi avec mes propres travaux sur la décroissance, par exemple, pour le coup, où une grosse partie de la littérature s'appuie généralement sur des politiques publiques que on voudrait faire advenir et ensuite poser, mais qui nécessitent de penser un État et donc la vie sociale à partir d'une certaine forme d'institution, d'une certaine vision de l'État. Et vous proposez plutôt de l'analyser sous forme de comment est-ce qu'on pourrait transformer cette institution et pour justement réellement appréhender les enjeux sociaux et écologiques. Et est-ce que vous pouvez nous en dire pourquoi en fait déjà
c'est nécessaire de le transformer, cette institution, en quoi ça pose des problèmes, et après on pourra peut-être aborder le comment. Ah, le comment. Alors, cette question, elle regroupe vraiment enfin, beaucoup de choses différentes. Je vais essayer d'en donner, d'en mettre en ordre quelques éléments, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais d'abord, je dirais, et dans cette affaire, il n'est pas possible de raisonner en termes de tout ou rien. Ça, il n'est pas possible de raisonner en termes de tout ou rien. Si on... Je préfère toujours parler en termes de transformation. Mmh. Voilà. La question est de savoir précisément qu'est-ce qui a amené à une condition dans laquelle, pour aller vite, il est si difficile, ou il semble si difficile, en tout cas du point de vue de pays comme le nôtre, parce que si difficile de renoncer à une société de consommation. Voilà. Qu'est-ce qui est inclus dans notre rapport à la société de consommation, donc à un certain type de production économique, un certain statut des activités économiques, et comment est-ce qu'on traite ça sans s'en remettre à des faux fuyants du type les ambitions prométhéennes modernes de l'homme, dont on ne voit pas bien d'où elles sont tombées, le fond insatiable de la nature humaine. Bon, bah, donc arrêtons d'espérer traiter la question écologique. Bref, comment est-ce qu'on pense cela d'un point de vue duquel la transformation est possible? Voilà. Et pour penser cela du point de vue d'une transformation possible, eh bien, il faut comprendre comment ça s'est produit, d'où ça vient. Qu'est-ce que cela recouvre? Et c'est là que ça rencontre une partie de mon travail sur le néolibéralisme. C'est que cette idée que à un certain moment du développement de la révolution industrielle, les activités économiques ont acquis une ampleur et un degré d'autonomie tel que les enjeux de sécurité ont été bouleversés. Ils ont été bouleversés parce qu'on avait affaire à un type d'activité économique dont les conséquences avaient des portées systémiques. Qu'on pense par exemple à la manière dont s'est internationalisée la crise de 29, mais en réalité l'internationalisation des interactions économiques, elle est bien antérieure. Les historiens de l'économie, certains historiens de l'économie parlent même de première mondialisation pour le degré d'interaction et d'échanges commerciaux antérieur à la Première Guerre mondiale. Bon. Donc ça bouleversait les conditions dans lesquelles les États étaient susceptibles ou censés remplir leurs fonctions. Et en même temps, la révolution industrielle faisait naître un certain nombre de promesses en termes de satisfaction des besoins matériels, de préservation des conditions auxquelles nous pourrions éviter les pénuries, les famines, etc., etc. Tout ça a conduit à créer ce que j'appelle l'âge économique de la sécurité, c'est-à-dire ce moment où assurer une progression continue des standards de vie sur un plan matériel est devenu aussi une condition de légitimité de l'État. C'est-à-dire que progressivement, a fait pleinement partie de ce qu'on attend d'un État, le fait de pouvoir assurer cela. Ça a rencontré, si je ne rentre pas dans les détails parce que ça, d'abord j'aurais besoin de notes et ensuite on aurait besoin de beaucoup de temps. Ce serait bien que les gens lisent le livre aussi. Tant qu'à faire. Bon, et puis bien d'autres choses auxquelles je renvoie et dans lesquelles j'ai puisé. Enfin, je veux dire, aucun livre n'est une création ex nihilo. Mais bref.
tout ça a rencontré des conditions dans lesquelles s'est construit le fameux, le fameux consensus d'après-guerre, d'après-seconde guerre mondiale, le consensus des 30 glorieuses, qui en gros est le fruit à mes yeux de la rencontre entre la façon dont les pouvoirs étatiques se sont retrouvés à devoir assurer effectivement les conditions d'un certain standard de vie suffisant aux sociétés qu'ils encadrent, et où en même temps, du côté du capitalisme, on commençait à comprendre, entre autres grâce à la crise des années 30, mais pas seulement, on commençait à comprendre ou du moins à admettre que la forme d'industrialisation dans laquelle on s'était engagé était appelée à connaître de façon récurrente des crises de surproduction ou des crises de surcapitalisation même, c'est-à-dire de suraccumulation des capacités de produire. Et que donc, à partir de là, il fallait trouver une manière de traiter cette question-là. Bref, de traiter la question des débouchés, de traiter la question de la demande. Voilà. Et eh bien, on voit comment ces deux formes d'intérêt ont pu se rencontrer et comment, à partir de là, a pu, entre autres choses, mais naître le néolibéralisme, c'est-à-dire l'idée que la tâche de l'État est d'assurer les conditions de fonctionnement optimales d'une économie de marché concurrentielle. Et donc, de ce point de vue-là, le consumérisme, on le voit, n'est pas du tout à traiter comme un abus dans les aspirations à satisfaire des besoins matériels, comme s'ils étaient, comme si les humains étaient nés avec, mais est véritablement à traiter comme une certaine configuration des rapports de domination économique tels qu'ils se sont construits après-guerre. Et donc, il n'est pas si simple de ce point de vue-là pour l'État de précisément parvenir à se repenser, reconstruire, se relégitimer en allant à l'encontre de ce qui précisément est maintenant ce que la plupart des gens attendent de lui. Oui, dans le livre, vous parlez de dépendance, en fait. Oui. C'est que ces institutions créent des dépendances qu'on a un peu évoquées. Peut-être, ce qu'on pourrait essayer d'aborder, c'est comment faire, vous en parlez aussi dans le livre, comment faire pour justement s'en libérer, parler d'actions émancipatrices. Ça m'a fait beaucoup penser aussi aux travaux d'Eric Olin Wright sur les sciences sociales émancipatrices. Et du coup, voilà, c'est concrètement, qu'est-ce que vous envisagez ou comment est-ce que vous voyez des moyens, en tout cas des chemins pour s'en libérer? Alors, là, je vais avoir une réponse extrêmement déceptive. C'est-à-dire que, d'une part, c'est pas mon rôle en tant qu'auteur d'un livre, de prescrire des modes d'action. J'en serais bien incapable. Et en réalité, ces modes d'action, nous les connaissons. Nous les mettons en œuvre. Ce sont tous les moyens de lutte sociale. Alors, il y a beaucoup de choses, en fait, dans cette réponse. Il y a notamment le fait que, il me semble que les mouvements écologistes, pour beaucoup d'entre eux, ils le savent. Et il l'assume. Mais beaucoup de mouvements écologistes gagneraient à assumer le fait qu'il n'y a pas dans la question écologique peut-être quelque chose de radicalement nouveau, mais qu'il y a le point d'orgue d'une crise sociale qui est consubstantielle à l'industrialisation telle que nous l'avons connue. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas à inventer de manière complètement détachée des modes de lutte, mais il y a surtout à entretenir une mémoire des luttes, à entretenir une mémoire ce que les sociologues appellent souvent des répertoires d'action, à entretenir une histoire des luttes, à savoir la réactiver, la prolonger. Et le rôle
peut-être auxquels peuvent contribuer des gens comme moi, c'est fournir des outils de légitimation de certaines façons de se rapporter à la question écologique et à l'enjeu de ces luttes, et à mon sens, en l'occurrence, une légitimation d'une perspective qui se veut radicale, c'est-à-dire qui entend tout à la fois considérer que la question écologique doit, d'un point de vue politique, être approchée du point de vue des conditions sociopolitiques, des réalités sociopolitiques dont les dommages environnementaux sont des résultats, et que donc, si crise écologique il y a, parce que je fais partie des auteurs qui assument le syntagme de crise écologique, si crise écologique il y a et crise écologique il y a, elle ne peut être dépassée que par une transformation sociopolitique. Voilà. C'est précisément la position qui est antagonique par rapport à l'idée qu'on traite la question écologique par un réajustement gestionnaire, qui là n'implique pas de transformation. Bon. Là, on a affaire, à mon sens, à des représentations, à des comportements, à des rapports de pouvoir qui sont consubstantiels au capitalisme. Et c'est de ce point de vue-là que les éco-marxistes disent vrai aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Et que on a un problème quand on entend des responsables politiques écologistes dire qu'à la limite, le capitalisme est un problème parmi d'autres, mais il y a aussi d'autres aspects dans la question écologique. Non, c'est relativement central. C'est relativement central. Bon. Et du coup, dire que, au fond, les luttes écologistes doivent venir dans le prolongement des luttes sociales, cela veut dire aussi qu'il faut pouvoir aller chercher des intérêts à unir autour de la question écologique, pas seulement et surtout pas seulement du côté de ceux qui expriment déjà une conscience écologique, mais du côté de ceux qui, objectivement, sont les dominés de l'espace sociopolitique qui est le nôtre, c'est-à-dire ceux qui, objectivement, ont un intérêt immédiat à une transformation sociale. On ne transforme pas une société sans réunir un intérêt suffisamment fort pour une telle transformation. Et un intérêt pour une telle transformation est allé à chercher là où il existe. Et si on croit, et je termine juste là-dessus ma réponse, si on croit vraiment que la crise écologique est le point d'orgue des transformations que l'on connaît depuis la révolution industrielle, si on croit vraiment ça, alors il est évident qu'en traitant le sort des dominés et en creusant la légitimation de leur lutte et le renversement de leurs conditions, il est évident que ce sera en lien direct ou indirect avec les enjeux écologiques. Si je comprends bien, et je trouve que c'est un argument qui est très fort et qui aide beaucoup dans la réflexion stratégique, en tout cas pour le mouvement, on va dire les mouvements d'écologie politique, c'est de penser les enjeux écologiques non pas comme des enjeux à côté des enjeux sociaux, mais dont le point central et l'origine résident dans des systèmes sociopolitiques, et que c'est en traitant l'origine de ces problèmes et leur transformation qu'on pourra résoudre ces enjeux écologiques, et que ça permet de créer une coalition majoritaire avec les gens qui souffrent de cette domination, de cette oppression au niveau social, et qui permet en fait d'avoir un discours commun et de réunir sans avoir peut-être même à s'affronter sur est-ce qu'on est spéciste, antispéciste, végétarien, pas végétarien, etc., mais à travers plutôt une discussion autour de l'organisation sociale.
Oui, c'est ça. Alors, non pas que les distinctions ou les objets de discussion, de pensée, de débat, de réflexion que vous évoquiez n'auraient pas leur importance. Hein. C'est pas ça que je voudrais non plus laisser entendre. Non, ce que je voudrais surtout, enfin, le point sur lequel moi et bien d'autres, hein, on essaie d'insister en ce moment, c'est que il y a un déficit de pensée politique du point de vue des luttes écologistes. Et que de ce point de vue-là, par exemple, il y a une idée assez courante qui consisterait à dire que, au fond, c'est pour ça que je fais un détour aussi par les penseurs et militants des années 60-70. Hein. On n'en a pas encore parlé, mais j'accorde beaucoup d'importance aux écrits de Bookchin de l'époque, de Gortz, d'Ivan Illich, etc. Bon. On a eu tendance à penser depuis quelques années qu'en réalité, même s'ils étaient soucieux de la question écologique, ce radicalisme écologiste-là n'était pas véritablement une pensée écologique, mais que c'était plutôt une manière d'instrumentaliser la question écologique comme un argument a fortiori dans leur stratégie de contestation de l'ordre établi. Comme si, pour être une vraie pensée écologiste, il fallait partir d'une problématique spécifiquement écologique, et donc une problématique qui ne soit pas anthropo ou socio-centrée. Alors, je ne rentre pas dans les détails de cette question de la distinction entre une approche anthropocentrée ou une approche bio ou écocentrée. Ce sont des affaires assez compliquées et qui sont, qui recouvrent beaucoup de questionnements que j'apporte pas du tout dans le livre et qui nous éloigneraient aussi en partie des enjeux politiques. Ce qui est sûr, c'est que si une société écologique est à produire, alors il y a une problématique de transformation sociale. Voilà. Et donc, on ne peut pas se contenter d'en appeler au courage politique pour ça. Voilà. Il faut véritablement une analyse des moyens d'auto-transformation d'une société. Et de ce point de vue-là, alors beaucoup, je suis loin d'être isolé hein, sur ce terrain-là quand même. Mais il me semble que de ce point de vue-là, les écologistes radicaux des années 70 avaient une acuité supérieure. Voilà. Et si on se projette un petit peu aujourd'hui, moi je suis tout à fait aligné avec ce que vous dites à titre personnel, ça résonne beaucoup. Je pense qu'une grosse préoccupation qu'on peut avoir, alors moi je parle plutôt du point de vue de la décroissance, qui est ma position, elle est vraiment autour de cette question de comment rassembler une coalition majoritaire qui donne sens à la majeure partie de la société qui est dominée, oppressée, en souffrance, pour aller vers cette société écologiste qui en fait est désirable, si on se projette d'un point de vue un peu normatif, mais pour l'immense majorité de la population. Mais comment est-ce qu'on rend ça désirable ? Est-ce que tu avais des billes un peu à nous donner sur comment est-ce on pourrait approcher en fait ces personnes avec qui faire coalition et qui seraient peut-être ces personnes si vous avez aussi des idées des alliés en fait avec lesquels tisser ces luttes de transformation sociale. Alors, là aussi beaucoup d'éléments il faut, tout est possible si vous voulez, mais je donne simplement un exemple. Enfin, je veux dire, il est un exemple qui montre qu'on n'est pas encore, comment dire, il y a encore du travail à faire pour pouvoir construire des fronts de lutte aussi larges. S'il y a bien une catégorie socio-professionnelle dont le rapport distant, aliéné, conflictuel avec la question écologique est une pure construction et une monstruosité, c'est la paysannerie. Alors, je ne dis pas que tous les paysans sont anti-écolos, c'est pas la question, mais je veux dire, là, on a une catégorie professionnelle qui, disons-le naïvement, devrait normalement spontanément
avoir ce souci-là. Quel degré quel degré de domination, de mise sous tutelle, de dépendance à l'égard de construction institutionnelle il a fallu pour en arriver à avoir des paysans anti-écolos. C'est ce type d'interrogation qu'il faut aussi avoir à l'esprit pour savoir comment construire un front de ce type. Euh, alors, le point sur lequel je voulais aussi m'arrêter dans votre question, c'est que bon, le comment, bien sûr, on veut tous des stratégies. Bon, mais alors je vais pas être bon là-dessus, mais Pas de ce qui est souci, sûr, c'est que dans votre c'est un question, réflexe en tant que gestionnaire. ouais, mais bien sûr, désolé. Non, mais blague à part, hein, mais cette désirabilité de la société écologique, qui en parle, comment et en quels endroits de l'espace public, c'est quand même très marginal. Enfin, je veux dire, essentiellement, le discours de la sobriété est un discours des menaces et des renoncements. C'est quand même ça qu'il est massivement. Et y compris de la part de gens très bien qui disent des choses très utiles, que ce soit du côté de la recherche ou de la vie politique. Mais je crois que ça c'est un symptôme, et un symptôme assez central de ce que j'appellerais une cécité politique. Voilà. Cette cécité politique qui n'est pas si facile que ça à dépasser parce que c'est une question impressionnante, la question écologique. C'est une question assez sidérante. Et donc, comme souvent, les questions sidérantes, ça rend idiot. Non, je dis les choses le plus simplement du monde, mais c'est un peu ça. Mais où, dans l'histoire moderne, est-ce qu'un mouvement politique d'émancipation s'est construit pour répondre à des menaces? Quand? Comment? Un mouvement politique d'émancipation ou un mouvement politique même simplement de transformation sociale, s'il doit avoir une base large, s'il doit constituer un intérêt assez fort, ne peut se construire que sur une positivité, que sur une désirabilité d'une autre société, une désirabilité d'un autre monde, d'une autre façon de faire. Donc, de ce point de vue-là, le concept de sobriété, il ne peut avoir aucune consistance en termes de projet tant qu'on ne lui donne pas un contenu substantiel, fort et positif. C'est voilà ce qu'on pourrait répondre. Donc, et c'est aussi de la stratégie, ça. C'est de la pensée et c'est en même temps de la stratégie. La vie politique, c'est un entrelac d'action et de pensée et d'arguments et de discours. Donc, je veux dire, nourrir ce discours-là, ça fait pleinement partie des stratégies de lutte, à mon sens. Voilà. Ça me parle beaucoup, encore une fois, et c'est vrai que ça m'interpelle aussi parce que dans le discours de certains représentants, on va dire, de mouvements écologistes, etc., il y a cette idée que, il va falloir que les menaces soient de plus en plus palpables pour que les gens bougent. Et c'est vrai que voilà, ça vient un peu en contradiction directe, ce que vous dites avec cette idée reçue. Mais bien sûr, mais c'est finalement ça le contenu de ce que j'appelle de façon neutre au début du livre la stratégie du consensus écologique large, qui était en gros celle de l'institutionnalisation de la question écologique dans les années 80 et 90, c'est-à-dire en gros cette idée qu'il n'y a rien de plus consensuel qu'une menace qu'on peut objectiver. Sauf que en réalité, politiquement, non, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. L'histoire humaine serait bien plus rationnelle que ça si c'était vrai. Non, l'importance, c'est véritablement. Il y avait un autre élément dans votre question qui me revient plus. Oui, effectivement, ce que je dis va à l'encontre de cela. Et d'une certaine façon, c'est précisément cette stratégie du consensus à minima qui conduit ou qui a conduit fortement à prioriser le versant des menaces à éviter, plutôt que j'en parlais, positiver le contenu de la sobriété, mais aussi, ce qui va de pair, d'évaluer nos modes de vie présents.
C'est-à-dire que la difficulté du discours du renoncement, c'est que c'est un discours qui laisse entier l'idéal de vie qui nous anime. Simplement, malheureusement, on ne peut plus rester là. Voilà. Et c'est pas un discours... Ça ne peut pas être politiquement porteur. Oui, encore une fois, vraiment, je trouve que c'est particulièrement frappant dans les discussions qu'on peut avoir, encore une fois, dans le mouvement de la décroissance. Mais une des interrogations qui se posent aussi, c'est comment fait-on pour dévaluer un mode de vie auprès d'une population massivement aliénée et qui a, pour beaucoup, en tout cas les plus privilégiés, s'y rattachent coûte que coûte et ont du mal à percevoir autre chose qui serait désirable ou souhaitable. C'est aussi ça, par exemple, la confrontation directe de terrain qu'on peut avoir. Et ben en allant les chercher là où ils souffrent, et pas là où ils prennent plaisir. Enfin, en allant les chercher là où ils souffrent, plutôt que... évidemment, si vous les décrivez comme aliénés dans leur moment de jouissance, c'est un mauvais début pour construire une coalition. Mais aller les chercher là où ils souffrent. On peut montrer, on peut montrer que, par exemple, assez tôt, les syndicats, dès les années 60-70, commencent aussi à s'emparer du concept d'environnement, par exemple. Et il fut un temps comme ça où, en réalité, la question de l'environnement était rattachée aussi à la problématique de l'environnement de travail et des souffrances au travail. D'où l'intérêt, par exemple, de penser les milieux et le problème du milieu, et cette crise de rapport au milieu et de rapport à l'habité, que serait au fond fondamentalement la crise écologique, de la penser à toute échelle. Et donc, à partir de là, l'analyse, le rapport entre la dimension sociale du problème des souffrances au travail, je prends cet exemple, et le rapport entre ça et la question écologique via le productivisme. On va se poser la question de savoir ce que c'est le productivisme, mais bon, on voit en gros ce que ça désigne. Cette articulation-là, c'est une manière tout à la fois d'approfondir, de légitimer les luttes contre la souffrance au travail, d'approfondir leur signification, et puis de construire une convergence avec le questionnement écologique. Merci beaucoup Arnaud Milanez. Est-ce que peut-être pour conclure, vous auriez des recommandations de lecture ou de podcasts, de documentaires, de films qui est pour venir nourrir faut lire plein de choses. J'avais pas pensé à celle-là. Puisqu'on en a relativement peu parlé, je répondrai aussi quand même en pointant le fait que intentionnellement, pour faire mon livre, je parle d'un certain nombre d'autres auteurs ou d'autres analyses, mais il y en a 3 dont je fais un usage un peu particulier, c'est-à-dire je fais cause commune avec eux. J'ai à la fois un rapport de réactivation et cause commune avec eux. Réactivation parce que 50 ans nous séparent et que donc il y a des questions qui se sont déplacées, des enjeux qu'on ne peut plus décrire tout à fait de la même manière, mais André Gors, Ivan Illich et Murray Bookchin. Et notamment dans ce livre-là, alors ça c'est en général pour penser la question écologique, mais dans ce livre-là, Ivan Illich a un statut particulièrement crucial dans le troisième temps, parce que l'idée, c'est précisément tout à la fois de renouer avec le temps long de la pensée de la lutte écologiste, et en même temps, ce à quoi ce qui me prête... ce à quoi je prête beaucoup d'importance toujours dans mon travail, c'est il faut écrire d'une façon qui fasse sentir qu'on contribue à une pensée collective. Voilà. Et donc, je renvoie à la lecture de ces 3 auteurs, et particulièrement la convivialité d'Ivan Illich. Merci beaucoup.